Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'expertise patrimoniale hebdomadaire. Comme chaque mercredi, Cœur de patrimoine vous accompagne pendant une petite heure pour explorer un maximum de facettes de la gestion de votre épargne, de vos placements. Au sommaire de ce 36e numéro, on va regarder les marchés en cette période de début d'année, voir les premières réactions aussi à l'arrivée de Donald Trump, voir ce qu'il faut penser notamment de l'intelligence artificielle, voir ce qu'il faut penser de tous ces soubresauts de marché. Et puis, on va s'intéresser aussi au monde de l'immobilier. On va d'ailleurs ouvrir avec ça. On va parler notamment du crédit immobilier. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et c'est donc l'IMO qui ouvre ce Cœur de patrimoine. On accueille Isabelle Baye. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, directrice des partenariats bancaires de Vous Financer. Et on compte sur vous pour nous dire un petit peu ce qu'il en est des taux en ce mois de février. Voilà, on attaque le deuxième mois de l'année. Météo, un petit peu des taux. Qu'est-ce que ça nous dit? Où en sont-ils nos taux immobiliers? Alors, les taux immobiliers, là, on a les premiers barèmes qui arrivent pour le mois de février. On est plutôt dans une stabilisation. On a quelques établissements qui ont réaugmenté, mais vraiment de 0,10, donc c'est assez peu. Et quand d'autres ont rebaissé un petit peu également. Donc, on est, je pense, à une phase où les banques se cherchent un peu, veulent pas non plus prendre trop de risques au vu de l'instabilité qui règne pour le moment. Mais voilà, on reste, je dirais, sur quelque chose de plutôt stable, avec des banques qui ont toujours envie de prêter. Mais cette petite attente, cette petite prudence, entre guillemets, elle se ressent donc à la marge un petit peu sur ces taux. Est-ce qu'elle se ressent aussi dans l'appétit que pourraient avoir les banques? En clair, est-ce qu'elles sont toutes sur la ligne de départ? Ou est-ce qu'il y en a certaines qui se disent « Ah, moi, en fait, non, les projets, pas trop ». Alors, dans l'intention, elles sont toutes sur la ligne de départ. Ça, c'est une certitude. Elles ont des ambitions qui restent fortes pour l'année 2025, une vraie volonté de prêter. Maintenant, dans les stratégies, il y en a, ça diverge. Et c'est vrai qu'on a vraiment les opposés. On a une banque nationale qui a augmenté de plus de 10 centimes ses taux moyens en début de mois, quand une autre fait une offre promo actuellement à moins de 3%. Donc, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, je dirais. Mais une certitude c'est qu'elles ont toutes envie de prêter. Donc, il y en a qui mettront peut-être un peu plus de temps à venir en attendant d'être rassurés, notamment peut-être avec ce budget qui, on espère, sera voté. Ça veut dire que j'imagine qu'elle joue peut-être aussi un peu sur les conditions, sur tout ce qu'il y a dans le package, en fait, entre guillemets, de se dire, finalement, la durée, l'apport demandé, parce qu'il y a plusieurs leviers, on va dire, sur lesquels une banque peut agir en regardant un crédit. Quelles sont finalement les conditions qui sont aujourd'hui les plus courantes pour emprunter sur tout ce que je vous ai cité comme levier? Alors, les cibles, on va dire, prioritaires de nos partenaires banquiers sont majoritairement, alors il est vrai, les primo-accédants, c'est une réalité, puisque ça permet effectivement à la banque de conquérir le client, il deviendra client de son établissement. Et on a aussi, en règle générale, ce qu'on appelle les plus beaux profils, donc des personnes qui ont des gros revenus. Et donc ça, c'est vrai qu'on arrive à avoir des différences assez importantes de taux et de conditions en fonction de ces deux profils majoritairement. Mais c'est important quand même que les primo-accédants reviennent, parce qu'ils avaient quand même été un peu sortis par le gel. Et puis on voit par exemple aussi sur l'apport, c'est mieux, parce que ça avait été aussi un des premiers indices qu'on avait eu de l'amélioration du marché du crédit. Oui, on va dire qu'aujourd'hui, emprunter, alors l'apport des frais de notaire reste quand même une des règles. Maintenant, en fonction des régions, on peut avoir encore des financements à plus de 100%, même pour des primo-accédants. Donc c'est vrai que ça s'est détendu, on peut dire ça comme ça. Et les primos, je vous le dis, restent vraiment une cible importante pour nos amis banquiers. Ouais.
Quand on regarde bouger, vivre ce marché immobilier, il y a quelque chose qui n'aura échappé à personne en termes d'IMO. Ce sont les fameux DPE avec ces lettres qui commencent à être maintenant vraiment, on va dire, efficientes. Et notamment ces fameux G qu'on ne peut plus louer. Et pourtant, entre guillemets, le commerce de ces biens-là existe encore. Ça veut dire que les banques acceptent encore de financer ces biens-là, ou est-ce qu'il y a des obligations demandées, notamment de travaux, à d'éventuels emprunteurs? Enfin, comment est-ce que les banques accueillent ce monde des passoires énergétiques? Alors, elles l'ont bien accueilli, parce que c'est vrai que 2024, toutes se sont fortement intéressées au DPE. Enfin, il n'y a plus aucune banque aujourd'hui qui ne demande pas le DPE du bien qu'on achète, que ce soit pour une résidence principale, secondaire, locative. Donc, c'est vraiment maintenant un point essentiel aussi du financement. Alors, il y a plusieurs méthodes pour elles d'appréhender les choses, notamment sur du locatif. Alors, vous avez capacité encore à pouvoir financer un bien en G. En revanche, ne sera pas pris pour le calcul de l'endettement les loyers à venir. Donc, on sait qu'avec la règle du HCSF et des 35% d'endettement, assurance comprise, en règle générale, ça bloque si on ne peut pas prendre en compte les loyers à venir. Sinon, il y a une possibilité d'intégrer les travaux au financement. Ça sous-entend qu'il faut quand même avoir cette capacité d'emprunt encore nécessaire, puisque en fonction du budget, ça augmente fortement cette capacité. Et dans ces conditions, si les travaux sont inclus et que la banque les finance, donc elle vérifie que les versements se font bien et que les travaux se font, elle pourra dans ce cas-là retenir les loyers à venir. Et d'ailleurs, cette prise en compte de revenus locatifs, ça compte aussi dans on va dire le cadre général du financement d'un projet immobilier. Je parle en dehors des G. Ça fonctionne toujours bien, les banques l'admettent, le prennent. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors ils sont pondérés, ces revenus locatifs, ils prennent jamais à 100%, mais on va dire qu'aujourd'hui, ça prend entre 70 et 90%. Donc oui, non, ça ne bouge pas, il y a pas de problème. Ouais. Ça, c'est si on peut emprunter. Exactement. Mais on peut vouloir acheter et on peut ne pas pouvoir emprunter. Oui. Dans ces cas-là, il y a d'autres solutions qui s'offrent à un épargnant, à un investisseur ? Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions. Et c'est vrai que le locatif, il faut le dire... Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, elles vont chercher de nouveaux clients. C'est vrai qu'avec le locatif, c'est des fois un peu plus compliqué puisque elles ont un peu plus de mal à domicilier des comptes d'un client qui a peut-être déjà ses comptes pour une résidence principale ailleurs, etc. Donc c'est vrai que nous, on va chercher des solutions un peu plus alternatives, donc soit de banques spécialisées qui ne font pas de domiciliation de comptes et auquel cas qui se sont vraiment inscrites dans le financement de dans le financement des investisseurs, ou sinon on va passer par tout ce qui est crédit hypothécaire. Donc là, ça va sous-entendre qu'il faut déjà être potentiellement propriétaire à minima d'un bien, mais on va pouvoir, grâce à ce système, aller tirer de la liquidité de ce bien immobilier pour permettre d'aller en acheter un autre. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Non, tout le monde ne le fait pas. Non, tout le monde ne le fait pas. Vous avez aussi prononcé tout à l'heure ce fameux taux du HCSF, 35%, etc. Si notre vie d'épargnant, etc., nous a amené à être proche, très proche ou autour, enfin bref, de ce taux, ou que le prochain projet nous amènerait au-dessus, comment on fait ? Il y a une solution, on peut imaginer, travailler ces crédits Alors, je dirais qu'il y a au moins deux solutions. Bon, la première, malgré tout, je rappelle que les banques, elles ont une enveloppe dérogatoire pour dépasser ces 35%. Donc, dans le locatif, c'est jusqu'à 6%. Donc, ça peut être possible, surtout, je dirais, dans le contexte actuel avec cette volonté de prêter.
Et une autre façon, c'est potentiellement le regroupement de crédits. Il est vrai que quand vous êtes déjà propriétaire avec un encours, potentiellement peut-être un préconso pour une voiture, peu importe, ou des travaux, c'est vrai que le cumul de ces charges, si on y rajoute la charge future, vous explosez l'endettement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on aime bien aussi travailler des dossiers. On appelle ça un peu de la consolidation patrimoniale. L'idée étant de retravailler le budget de nos clients, de racheter les encours quand ça vaut la peine de le faire, bien entendu, et de relisser sur la durée et, dans ces conditions, de pouvoir potentiellement racheter un bien. Oui, parce que dans toutes ces opérations-là, on rappelle qu'il faut être encore dans certaines parties des prêts et ceci, cela, sinon ça devient plus intéressant. Justement, juste pour terminer, est-ce qu'on peut déjà parler, dans certains cas, de renégociation de crédit ? Ou est-ce que c'est encore un peu tôt ? Alors, on a quelques cas chez vous financés. Je dirais que c'est un peu à la marge, c'est peut-être encore un peu tôt, mais il est vrai qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, certains emprunteurs ont acheté à quasiment 5 points, donc on est à 3,20 aujourd'hui. Oui, ça peut... Donc oui, alors après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de prêts de fait à cette même période. Oui, c'est ça. Donc il y a peu de gens concernés. Bon, d'accord. Donc effectivement, il y aura moins de gens concernés, mais... Que dans les grandes périodes exactement. De cohorte qui se présentaient. Mais il y aura peut-être quelque chose à faire, en effet. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Isabelle Baye, donc, pour vous financer dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et après l'IMO, place au marché au sens le plus large. On va faire un panorama patrimonial de cette actualité du marché, de ce contexte de marché, avec notamment, bien évidemment, vous en avez l'habitude quasiment depuis le début de l'année, Donald Trump qui pose beaucoup de questions à toute notre communauté financière. Et pour en parler, Grégoire Kounowski, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, conseiller en stratégie d'investissement chez Norman Kay. Alors déjà, les grandes lignes, on va dire... Si on devait avoir quelques idées forces de votre stratégie pour 2025, quelle serait-elle ? Alors, notre stratégie de 2025 repose sur 3 piliers. Le premier pilier sur le marché des taux, donc ce qu'on appelle le marché obligataire. On reste convaincu que les taux vont baisser un peu partout, mais surtout en zone euro. Donc, on est globalement très positif pour nos clients sur le marché obligataire. Okay. Sur le marché action, on est plus mitigé, on reste très positif sur les actions américaines pour jouer l'effet Trump, beaucoup plus prudent sur les actions européennes, françaises compris, et on reste complètement éloigné des marchés émergents, notamment Chine, où on pense que rien n'est réglé encore. Et le troisième pilier, c'est sur les devises. On voit bien que le dollar, avec tout ce qui se passe, joue son rôle d'actif protecteur, donc on n'a pas de mal à effectivement mettre des belles expositions dans le portefeuille en dollars pour se protéger naturellement, notamment par rapport à l'aléa Trump. Alors, regardons un petit peu justement ces différentes classes d'actifs, si vous le voulez bien. Cette baisse progressive des taux, qui est un des éléments clés de 2025. Quels sont les secteurs de marché qui vont, selon vous, en profiter le plus pour l'investisseur ? Alors, pour l'investisseur obligataire, nous, les conseils qu'on recommande, c'est de rester sur ce qu'on appelle les papiers investment grade, ce sont les émetteurs les mieux notés. D'accord. Parce qu'il n'y a pas assez de prime de risque pour ce qu'on appelle les émetteurs high yield moins bien notés, trop dangereux pour nous. Okay. L'idée est toujours de construire une rente. Après, plus les taux baissent, plus la rente est moins belle qu'elle l'était encore à une certaine époque. Donc, c'est ce qu'on conseille. Si je rentre un peu dans la technique, il y a le marché des obligations hybrides qui nous plaît bien, qui sont un peu un mix d'actions et d'obligations. On peut avoir des hybrides bancaires, industriels qui complètent bien nos portefeuilles. Et après, il y a toujours ce biais, comme je l'ai dit auparavant, de diversification de risque, où effectivement, quand vous allez voir les mêmes obligations sur le même segment de marché en sterling britannique ou en dollars américains, effectivement, on a des taux faciaux qui sont quand même beaucoup plus élevés. Et on a un effet change qui peut être pour nous ou contre nous. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie plutôt le dollar pour l'instant. Alors, quand on lit un petit peu vos publications récentes, Grégoire, on constate que vous soulignez souvent la forte concentration, vous n'êtes pas le seul, mais la forte concentration des indices boursiers au cours des mois passés. Effectivement, on a beaucoup parlé des 7 magnifiques, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut, quand on est investisseur, se dire... je crois en cette problématique action, j'ai envie d'y être exposé, etc. Mais parce qu'il y a du rendement, etc. Mais je veux pas que mon portefeuille soit éventuellement trop sensible à
cette énorme concentration, alors qu'elle soit avec les grands de la tech aux États-Unis, qu'elle soit peut-être sur les valeurs plus de luxe à Paris ou autre. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de se prémunir face à ce biais des marchés ? C'est un vrai risque, un risque qui a été amplifié dernièrement avec la montée en force de la gestion passive, où on achète ce qu'on appelle des trackers, qui sont des produits financiers à très bas coût, qui répliquent des indices. Donc on évite, ce que moi j'ai beaucoup connu dans ma carrière, ce qu'on appelle des risques spécifiques, où vous achetez l'action Nvidia, vous l'achetez le mauvais jour, elle prend moins 18 sur l'affaire DeepSeek et vous l'avez un peu dans l'os. Donc c'est vrai qu'on achète ces marchés-là. Il faut toujours être très vigilant parce que vous l'avez vu juste, il y a quand même un gros risque de concentration sur les indices. Les 7 magnifiques représentent sur les marchés américains, si on regarde le SP500, donc les 500 plus grosses capitalisations, à peu près 36% de l'indice. Quand vous regardez les valeurs du luxe, c'est pour ça que ça a sous-performé sur le CAC 40 l'année dernière, c'est aussi très très prépondérant. Quand vous regardez le DAX allemand, tout va mal, il est au plus haut historique. Pourquoi ? Parce que la première capitalisation, c'est SAP, qui surfe sur la vague de l'IA, c'est 16% de l'indice. Donc, il faut toujours se méfier. C'est-à-dire, et d'ailleurs, l'affaire Nvidia est un bon rappel de dire qu'effectivement, sur cette séance de marché-là, cette action-là et les autres du secteur du semi-conducteur ont été fortement impactés, mais le marché, dans son ensemble, s'est quand même bien comporté sur la séance. Donc, j'aurais tendance à dire que pour éviter ça, on prend des trackers, donc on achète le marché. Maintenant, vous avez des trackers sur le marché américain qui sont ce qu'on appelle en anglais cap-weighted par pondération de capitalisation. Vous avez les mêmes qui équipondèrent, donc ça équipondère les risques. Vous avez des trackers qui équipondèrent par rapport aux revenus. Il y a différentes façons d'ajuster les stratégies. Mais il faut l'avoir en tête, quand vous achetez le marché, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, vous achetez principalement quelques valeurs. Quand bien même on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes diversifié. Non, c'est faux, vous achetez quand même un panier de valeurs, c'est très concentré. Mais ça veut dire, grosso modo, qu'il faut vraiment comprendre le véhicule qu'on utilise et peut-être pas forcément faire que de la gestion passive, mais aussi être capable d'aller... Alors, bien vu encore une fois, déjà, le conseil, c'est de ne pas forcément écouter les conseils de vos banquiers qui vous disent achetez le tracker, vous êtes diversifié. Vous êtes plus diversifié que vous prenez un nom, mais au final, vous n'êtes pas tant diversifié que ça. Nous, ce qu'on met en avant pour tous nos clients qui font du trading d'action, c'est ce qu'on appelle la stratégie cœur et satellite. On n'a rien inventé, c'est-à-dire que vous prenez des pondérations marché via des trackers pour 70% du portefeuille et sur les 30 autres %, vous prenez des risques spécifiques, donc des actions en direct. Et le but du jeu, c'est que vous savez, quand vous achetez les marchés, par exemple américains, vous avez les 7 magnifiques. Le but du jeu, c'est pas de les retrouver dans la poche en direct. Bien sûr. Et par exemple, je vous donne un exemple sur les US aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. On a tendance à acheter le marché globalement et on va sur la hold economy, donc plus les valeurs domestiques, moins sexy, on va dire, mais qui devraient bien se comporter avec Donald Trump. Donc, il y a du Coca, il y a du McDo, des choses comme ça. Même si vous les retrouvez dans la première poche, elles ne sont pas parmi les plus grandes valeurs de l'indice. Donc, vous vous diversifiez un peu comme ça. Donc, c'est plus comme ça qu'on a tendance à le proposer, nous. Alors, poursuivons notre panorama. On va essayer vraiment de brosser pas mal de classes d'actifs. Et notamment, vous mentionnez une reprise attendue des transactions immobilières et un intérêt croissant pour la dette privée. Comment est-ce que ça peut impacter finalement l'investisseur patrimonial, parce que ça joue, l'IMO, ça veut dire des choses pour... C'est un peu un indice de confiance. C'est la logique des taux. Si les taux baissent, normalement, l'IMO doit repartir. Après, on peut parler d'immobilier commercial, immobilier de bureau, etc. Mais dans son ensemble, ça devrait un peu calmer ou en tout cas stabiliser le très très mauvais momentum qu'on a connu sur l'immobilier. Pour l'investisseur, déjà, il y a potentiellement à voir, qui sont quand même des valeurs défensives, les valeurs liées à ces secteurs-là, les clés-pierres. Je pense qu'il y a des coûts de trading à faire dessus, qui sont quand même par définition des valeurs plus défensives. La dette privée, c'est plus spécifique parce que c'est pas proposé à tout le monde. Oui, c'est ça. Nous, à Norman Key, on le propose sur des clients qui sont sophistiqués et des clients qui sont par définition des grandes fortunes, parce que tout de suite, ça consomme des engagements qui sont quand même assez considérables. On parle de centaines de milliers d'euros, voire plus. Donc, c'est pas disponible à tout le monde. Ça fait rêver parce qu'on a des rendements bien supérieurs à de la dette d'entreprise aujourd'hui qu'on a sur le marché obligataire. Maintenant, c'est pas sans risque. Il faut analyser l'actif sous-jacent. Est-ce qu'on part d'un actif privé, d'un actif industriel? Il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Norman Key. Quand vous voyez la presse, ça se développe beaucoup sur des fonds qui font que ça aujourd'hui. Ça se développe beaucoup. Alors, est-ce que c'est synonyme d'une bulle à venir? Peut-être. Mais en tout cas, dans des allocations d'actifs, pour les clients qui ont la possibilité de le faire, c'est des choses à regarder. Mais encore une fois, actif par actif. Il faut bien regarder dans les détails.
Comme à chaque fois, en fait. Faut pas oublier de comprendre là où on met son épargne. Exactement, c'est le fil rouge de notre interview. Il faut toujours regarder, quand bien même ça a l'air très simpliste, ce qu'il y a derrière. Il y a une gamme de produits qui est devenue un peu la coqueluche des marchés depuis quelque temps. C'est ce qu'on appelle les produits structurés. Et c'est vrai que tout le monde en parle. Est-ce que vous, c'est une approche que vous partagez? Quels sont pour vous éventuellement donc les avantages ou à contrario les risques que font peser ces produits structurés? Là encore, je parle à un investisseur qui n'est pas forcément le couteau entre les dents à vouloir jouer l'intraday du marché. J'ai différents conseils à donner. Déjà, en termes de contexte, moi, quand j'ai commencé ma carrière en banque privée à Monaco, j'étais sur le desk de structuration, donc je connais ces petites bêtes par cœur. À Normanquet, on en fait beaucoup, pour différents types de clients. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les produits structurés, je parle des produits structurés actions, parce que vous avez des produits structurés sur taux, des produits structurés devises, donc concentrons-nous sur les produits actions. C'est des produits qu'on conseille à des moments particuliers. C'est souvent des produits qu'on appelle vendeurs de volatilité. Il faut typiquement le faire quand ça va mal. Les gens qui vous proposent des produits structurés quand ça va bien, et qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, c'est généralement pas ce qu'on conseille, ou en tout cas c'est un mauvais conseil. Comme le fil rouge de notre interview, il faut toujours regarder ce qui se cache derrière la petite bête. C'est-à-dire que si quelqu'un vous propose un produit structuré sur une action, je dis n'importe quoi, Apple, alors que Apple voulait la jouer en direct, c'est pas du tout le même type de trade. Généralement, ce sont des produits qui vous protègent le capital sous condition à maturité et qu'en contrepartie, vous délivrent des coupons conditionnels, garantis plus ou moins régulièrement. Mais c'est pas du tout la même approche que si vous voulez acheter l'action en direct. Généralement, pour schématiser la chose, si vous avez raison en disant qu'Apple va monter, il vaut mieux la jouer en direct et pas sur un produit structuré parce que vous allez toujours moins gagner. Par contre, si vous pensez que ça peut être compliqué sur Apple à court terme et que vous n'êtes pas convaincu que ça va monter, oui, le produit structuré, encore faut-il bien le timer, est un très bon produit pour le faire. J'ai tendance à dire que pour le client lambda, c'est-à-dire le client non informé, non professionnel, qui va juste écouter ce qu'on lui dit, généralement, c'est pas un bon conseil de le faire. D'accord. Parce qu'il va pas maîtriser ses risques. Parce que tout est risqué donc, en finance. Il faut déjà être un peu averti, selon vous, pour... Il faut lire la term sheet de produit, il faut regarder ce que c'est. Ça peut être des très bons produits dans des marchés très spécifiques. Typiquement, la personne qui a fait un produit structuré sur Nvidia il y a quelques jours, quand ça baissait de -20, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et par contre, il fallait pas faire un produit structuré quand Nvidia était au plus haut historique. Parce que, par définition, il y a quand même plus de probabilité que ça baisse avec ce qui s'est passé, que ça monte. Donc, c'est une question de timing de marché, c'est une question d'approche des risques et surtout, c'est une condition, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Parce que quand vous regardez un peu, quand bien même vous avez une barrière de protection, c'est souvent sous condition. Oui, bien sûr. Et généralement, quand ça baisse fort, vous avez la baisse. On est d'accord. Comme d'habitude, mais spécifiquement là-dessus. Quand on investit, souvent on nous dit qu'il faut diversifier. Alors on l'a dit avec les indices, mais souvent aussi on nous dit il faut essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc mettre de l'obligation, enfin de l'obligataire, mettre du marché action, etc. C'est quelque chose qui vous semble essentiel. Il faut avoir en complément des actions une poche obligataire pour finalement réduire un petit peu son exposition à un même risque et garantir une forme de performance? Ma réponse serait pas forcément, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Si vous êtes un client où, typiquement, vous cherchez du 10% de rendement, c'est ce que vous voulez à terme, l'obligataire n'est pas fait pour vous aujourd'hui parce que ça vous paiera jamais du 10. Si vous êtes un client où vous voulez battre le cash aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque, et avoir du 4-5%, sans prendre beaucoup de risques, il faut faire de l'obligataire. Après, on peut faire un panachage des deux et faire un sort de 60-40 ou 50-50. Ça va dépendre vraiment de ce que vous recherchez. Mais ce qui est un peu bizarre à comprendre, c'est que au sein du marché à l'action, quand bien même vous faites que de l'action, vous avez des niches de marché qui sont plus ou moins volatiles. Si aujourd'hui vous êtes que long tech, pour schématiser la chose, donc valeur technologie, vous êtes par définition très risqué. Si demain vous faites « Ok, j'ai mon biais long technologie, mais je prends un peu des valeurs utilities, real estate dans l'immobilier ou télécom qui sont par définition beaucoup plus défensives », vous allez avoir un mix qui est quand même beaucoup plus défensif que si vous êtes all-in, comme on dit au poker, sur une classe d'actifs. Donc, je ne suis pas sûr que l'approche, il faut forcément diversifier. C'est toujours bien de diversifier. Maintenant, c'est trop caché. Nous, professionnels du marché, il faut diversifier. Ça ne veut rien dire à diversifier. Ça va dépendre de ce que vous recherchez, du risque que vous êtes capable de prendre. Typiquement, aujourd'hui, nous, à Normanquet, on est susceptible de dire à un client d'aller à 95% sur de l'obligataire pour ne pas prendre de risque parce qu'il a vendu sa boîte, il a pris ses risques dans sa vie, il veut sécuriser son argent en ayant un minimum de rendement. Et sur les 5% où il est capable de mettre en risque, on passe la cage action et on fait de la dette privée ou des deals de private equity qui, par définition, on peut tout perdre. Mais si jamais ça marche, ça sera quand même beaucoup plus
rentable pour lui que la case action. Donc, c'est vraiment un mix. Donc, il n'y a pas de martingale de la diversification. Il faut que chacun fabrique sa diversification. Il vaut mieux l'être, par définition, mais ça veut tout et rien dire, la diversification. Je le disais en préambule, tout le monde gamberge sur Donald Trump, sur l'éléphant au milieu de la pièce. Qu'est-ce que peuvent donner ses principales décisions? Enfin voilà, vous voyez ça comment? Quels sont finalement les secteurs qui pourraient bénéficier? Comment est-ce qu'on peut finalement intégrer ce qu'on appelle le Trump Trade, par exemple, dans une stratégie un peu d'investissement ou de patrimoine, quoi? Alors, le Trump Trade est un élément qui est constant et variable chaque jour qui passe ou chaque jour qui passe. Parce qu'il a pas nous tendance arranger cette histoire-là. Ça ne nous arrange pas, mais c'est le principe de la réalité auquel on l'a connu déjà en 2016, enfin 2017, à l'époque, quand il a été élu, sur son premier mandat. Je pense qu'on va le retrouver. On l'a déjà retrouvé sur le second mandat. Donc, il varie beaucoup. Maintenant, si on prend ce qu'il dit et si surtout il fait ce qu'il a dit, notamment les tarifs douaniers, les menaces à exécution. Je dis si parce qu'il a l'habitude d'avoir la rhétorique et pas forcément les actions, donc on verra bien si effectivement, cette fois-ci, il passe des paroles aux actes ou il reste sur une posture de négociation, il menace, il obtient ce qu'il veut, il fait rien derrière. En fait, mécaniquement, quand on regarde un peu ce qui se passe, ça donne envie d'acheter des actions américaines parce qu'il va tout faire pour que l'économie se passe bien aux États-Unis. Ça donne pas forcément envie d'acheter des actions européennes et ça donne vraiment pas envie d'acheter des actions émergentes et notamment les actions chinoises. Ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, je pense que l'actif le plus vulnérable à ça, c'est le dollar. On voit bien que tarif douanier, s'il est mis en application, c'est positif pour le dollar. Donc, je pense qu'un particulier doit en avoir dans son portefeuille aujourd'hui pour se couvrir naturellement. J'ai mon portefeuille euro, hors PEA, j'investis sur des actions américaines, je garde le risque de change parce que ça va me couvrir naturellement. Mais c'est comme ça. Sur le marché obligataire, il y a deux sons de cloche. Si on pense que d'un côté, il va mettre ses menaces à exécution en disant à Jérôme Powell, de baisser fortement ses taux, la Fed, c'est quand même positif pour les obligations, mais on regarde un peu ce qu'il fait à côté, déporter des migrants, mettre des tarifs, c'est inflationniste. S'il y a de l'inflation, c'est pas forcément bon pour les obligations. Le marché cherche. Donc nous, ce qu'on a fait à Norman Kay, c'est que depuis son élection en novembre, effectivement, ça a été plutôt globalement négatif sur le marché obligataire, sur l'effet taux, la duration. Nous, on a dit à nos clients, on reste serein. Nous, le programme, il n'est pas si inflationniste que ça. Profitons-en pour remettre les obligations en portefeuille, ce qu'on a fait depuis fin décembre. Ça a été un peu douloureux en début d'année. C'est revenu vraiment dans notre sens derrière. Donc, pour l'instant, on est gagnant dessus. Sur les actions, on reste ce qu'on a dit depuis, mais pas forcément l'élection de Trump avant. On privilégie les États-Unis. L'effet Trump fait que renforcer ce choix-là. On reste plutôt vigilant sur l'Europe et on ne touche pas aux actions chinoises. Je pense qu'il y aura de l'argent à faire sur la Chine. C'est beaucoup trop tôt pour y aller. Il y a un actif qui vit quasiment au rythme des pulsations de Trump, ce sont les cryptos. Exactement. Quelle place elles doivent occuper dans une gestion de patrimoine, ces cryptos? Alors, je pense que c'est un actif qui est devenu, qui va pas devenir, mais qui est devenu incontournable pour beaucoup. Je parle du Bitcoin ou des grosses, je parle pas des plus petites. On a vu ce qui s'est passé avec le Trump Coin, etc. Mais ça a sa place. Maintenant, il faut garder à l'esprit deux choses. Un, c'est comme si vous aviez des actions leveragées en termes de risque. Leveragées, c'est avec effet de levier, parce qu'on voit bien quand il y a des dégagements, des fortes prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, le Bitcoin et les cryptos, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment un actif risqué en termes de spectre, le plus risqué du marché action. OK. Maintenant, d'un point de vue rhétorique, vous avez raison, c'est l'actif qui a le plus profité de Trump. Maintenant, moi, je garde juste en tête qu'en 2016, quand il a été élu, il disait que c'était du blanchiment. Il a retourné sa veste, pour les raisons qu'on sait, il a besoin d'argent pour sa campagne. Est-ce qu'il y a un risque qu'il retourne sa veste encore? Oui, c'est possible. Quand bien même son administration, il y a beaucoup de gens qui sont pro-dérégulation sur les cryptos. Maintenant, je constate juste que sur le Bitcoin, pour parler que de celle-là, il y a un gros zone de résistance à 100 000 $ le Bitcoin. Ça a du mal à casser pour l'instant. Le momentum est favorable. Ça peut aller plus haut. Donc, le conseil, nous, c'est que, comme je vous l'ai dit, dans notre allocation d'actifs, on n'y touche pas parce qu'en termes de risque, on va soit sur le private equity, soit sur la private debt. Pour les clients, oui, mais restez raisonnable. C'est-à-dire que sur le spectre du risque, vous êtes sur le curseur le plus élevé. Même si ça donne bien envie, parce que ça a quand même beaucoup mondé. Mais méfiance. On dit beaucoup que c'est l'or des jeunes. Ouais, mais c'est pas, et d'ailleurs, l'or, en tant que tel... marche bien. Ça marche, ouais. Ça veut dire que c'est trop tard? Enfin, je veux dire, non. Ou on peut encore, ou il faut encore faire de l'or? Il faut encore faire de l'or dans le sens que nous, l'or et les crypto-monnaies, je sais toujours le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle de base des actifs décorrélants. C'est-à-dire que c'est des actifs qui se comportent à l'inverse de ce que va comporter les actions. C'est plus vrai pour le Bitcoin et les crypto-monnaies.
parce qu'on voit bien que ça bouge dans la même chance que les valeurs technologiques. C'est plutôt vrai pour l'or. L'or, c'est complètement décorrélé de tout ce qu'on a connu dernièrement. Normalement, quand un dollar est fort, l'or est faible, c'est plus le cas. Quand les taux réels vont dans un sens, l'or va dans l'autre sens, c'est plus le cas. L'or a fait une super année, commence bien l'année, donc je pense qu'il ne faut pas attendre à des 100 à des 1000 sur l'or. En avoir dans le portefeuille, c'est un grand oui pour se diversifier. Et on voit bien que si il y a un scénario catastrophe, je suis plus convaincu que l'or va mieux marcher que les crypto-monnaies. Maintenant, en termes d'espérance de rendement, on ne parle pas de la même chose non plus. Terminons juste avec un petit regard peut-être plus corporate sur la façon dont vous abordez les choses chez Norman Kay. C'est vrai que vous l'avez dit à de multiples reprises, tout le temps c'est au cas par cas, du sur-mesure, etc. Quels seraient, selon vous, les piliers d'une ingénierie patrimoniale réussie pour optimiser un petit peu ses placements, pour structurer, pour vraiment être... J'ai envie de dire bon père de famille sur le long terme, hein, pas du Deshpiller, quoi. Alors, il faut avoir quelque chose que beaucoup de particuliers n'ont pas, c'est des interlocuteurs fiables. Et à la demande, la beauté de Norman Kay, c'est qu'on se positionne dans le credo des banques privées plus. Parce que moi, j'ai 3 de mes fondateurs associés qui viennent de la banque privée et j'en viens aussi. On a vu tout ce qui n'allait pas dans la banque privée et c'est pour ça qu'ils ont monté la société et que moi, je les ai rejoints. Ça marche quand vous avez des gens à votre disponibilité, à votre écoute et qui font les stratégies sur mesure. Ce qui veut dire que par définition, c'est un segment pour les gens qui sont fortunés et moins pour les gens qui sont moins fortunés. Pour ce segment-là, mon conseil est ne reste pas béat par rapport à tout ça. Il faut s'informer, toujours aller dans le détail quand on vous conseille des choses, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, parce que le diable est dans les détails. Donc c'est ce que je leur conseillerais, aller jusqu'au bout, et s'ils ont la possibilité avoir quelqu'un de confiance qui va les guider par rapport à ça. Merci beaucoup, Grégoire. C'est un plaisir. Grégoire Kounowski, donc, pour Norman Kay. Et puis, si vous l'aviez manqué, ça peut arriver, le développement de Radio Patrimoine se poursuit. Une nouvelle émission a fait son grand retour vendredi dernier, en partenariat avec Capital, le grand rendez-vous de l'épargne. Chaque fin de mois, j'aurai le plaisir donc de vous retrouver avec Quentin Ballaurent et de nombreux spécialistes. On répondra notamment à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous écrire questions@capital.fr. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre confiance. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.